des participations plus matures qui arrivent à des phases de scale entre 150, 200, 300. Au total, en termes de chiffres, on les a, donc on peut en parler. Le pôle talent a un peu plus de 300 missions ouvertes par an et ça concerne un peu plus d'une centaine de participations. Donc on était quand même parti de l'argent gratuit à de l'argent très cher, qui estimait que plus de 90% des talents étaient absolument contre le fait d'être évalués par un algo. Bienvenue à toi, Paul. Merci. Dans le média du Gros Hiring Club. Eh ben merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Déjà, comment tu vas ? Très bien, merci beaucoup. Écoute, rentrée plutôt chargée, mais Plutôt c'est chargé. des bonnes nouvelles pour nous. Ouais. Bon, c'est cool. Au moins, il y a des bonnes nouvelles. Ouais. Trop bien. Ouais, on sent que là, ça reprend un petit peu. Donc voilà, l'accalmie est toujours un peu difficile. Mais là, ça va. Trop bien. On s'était rencontrés du coup plusieurs fois. On s'était vu en visio. On s'est vu aussi à la conférence que tu avais organisée pour la BPI. Tout à fait. Qui était hyper intéressante. Merci. Et du coup, c'était évident de t'inviter sur le média pour parler justement de ta vision marché sur l'écosystème startup, sur ton expérience au sein de BPI. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Bien sûr. Donc Paul Cavran, je suis aujourd'hui donc le manager du pôle talent au sein du hub BPI France, qui est en fait la cellule de recrutement internalisée qui a été montée du coup il y a 4 ans, à vocation de prendre part, d'accompagner les recrutements clés en fait pour les participations. Donc participation, quelques chiffres parce que de l'extérieur c'est pas forcément lisible, mais le pôle innovation c'est 10 fonds d'investissement qui ont été créés depuis 10 ans maintenant chez BPI, qui couvrent un peu tout secteur dans l'innovation française, mais ça va historiquement avec beaucoup de digital, de la santé, une grosse part de deep tech qui est arrivée il y a 2-3 ans, de l'industriel dernièrement, du retail aussi un peu, voilà, et des projets qui sont tous complètement fous, plus les uns que les autres. Et donc le hub en fait est cette plateforme de services qui multidisciplinaire apporte toute une palette de services gratuits pour ces participations dans l'accompagnement, tout le cycle de leur durée vie dans le portefeuille BPI France. Et donc sur le recrutement, l'idée ça a été effectivement d'internaliser cette fonction qui a été alors initialement un peu historiquement sur le marché en fait réfléchi de la sorte, c'est-à-dire internaliser une fonction RH un peu globale dans les portefeuilles des VC. Ça s'est passé à peu près dans les années 2017-2018, quand les fonds commençaient à se structurer de la sorte, et a été identifié assez rapidement que la problématique de recrutement en fait, était le point central de ces sujets RH. Et donc c'est grâce à ça que j'ai eu l'opportunité de rejoindre BPI en 2020. 2020, donc ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, ouais. Ça fait 4 ans, c'était en sortie de premier confinement, ambiance particulière. Et donc cette cellule accompagne donc tous les recrutements clés, c'est-à-dire globalement un scope assez large, mais qui va du C-level au mid-management, avec une singularité dans le rôle, une importance stratégique, c'est-à-dire typiquement les premiers futurs head-off, qui vont faire grandir la start-up, et aussi des expertises techniques niches un peu particulières, notamment je pense à la deep tech et l'industrie aussi de plus en plus, sur lesquels on va intervenir. Trop bien, hyper clair. Il y a plein de sujets qu'on va voir ensemble. Donc le marché, comment il a évolué, tout ce qui va être aussi stratégie d'acquisition que tu as pu voir, ouais. Et toute ton expérience au sein de BPI. Déjà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur aujourd'hui, comment est constitué le hub, le talent, c'est le talent hub ? Le hub talent, ouais, le pôle talent. Le pôle talent, on va appeler ça comme ça. Et quels sont les gros enjeux que vous avez, par exemple, sur cette année 2024 que vous avez ? Ouais, et qu'on poursuit, qui se passe bien pour le moment. Alors, il est constitué aujourd'hui de 5 chasseurs-chasseuses qui sont issus de parcours cabinet, start-up. On a pris un peu les deux personnages justement pour pouvoir répondre à tous les enjeux et avoir différentes sensibilités et personnalités aussi, parce qu'on a un portefeuille qui est aussi large qu'éclectique sectoriellement, mais en termes de maturité. Donc on va aller effectivement accompagner des jeunes pousses qui sont vraiment à l'aube de leur croissance, moins de 10, avec que des recrutements de core team, donc hyper stratégiques, même sur des petits profils, entre guillemets, et comme effectivement des participations plus matures qui arrivent à des phases de scale entre 150, 200, 300. Donc c'est très large, et il fallait effectivement avoir une équipe qui soit vraiment
assez complète dans les backgrounds, avec une grosse dominante tech quand même, parce que le digital étant très très présent. Et la tech, effectivement, il faut le connaître quand même, mine de rien. Il faut en avoir un peu fait pour l'avoir éprouvé. Et puis après, effectivement, des personnalités qui sont parfois plus head of talent, on va dire, externalisées, qui vont accompagner vraiment très loin, on va dire, les entrepreneurs, ou d'autres qui vont être plus sur des chasses un peu, on va dire, à distance, à aller spotter uniquement les top profils. Donc voilà, spectre très Assez large. large. Et il y a combien d'entreprises que vous accompagnez? Alors, au total, en termes de chiffres, on les a, donc on peut en parler. C'est le pôle talent, un peu plus de 300 missions ouvertes par an. Et ça concerne un peu plus d'une centaine de participations. Voilà. Donc, je crois que cette année, on en est à 80 participations avec lesquelles nous avons lancé une mission distincte. Donc, ce qui fait un peu moins d'un tiers du portefeuille. Mais alors, par définition, dedans, il va y avoir beaucoup, justement, les nouvelles participations qui, forcément, suite à la levée de fonds, vont très rapidement prendre contact avec nous pour justement recruter les profils clés qui étaient prévus sur la roadmap. Et en même temps, beaucoup de repeat sur les participations que l'on connaît, qui nous connaissent, qui savent que sur justement ces recrutements stratégiques, il est intéressant pour eux et pour nous une meilleure valeur ajoutée à apporter de nous solliciter le plus tôt possible, quoi. Ils ont cette liberté puisque de toute façon c'est gratuit. Et c'est pour eux, c'est à leur disposition. Tout à fait. Tu as baigné dans l'univers des levées de fonds, Ouais. des startups, scale-up, etc. Comment tu l'as vu évoluer justement au fil de ces dernières années? Parce qu'il y a eu des ruées vers l'or avec des levées de fonds qui étaient gigantesques, des survalorisations, ça s'est un peu cassé la gueule. Comment tu le vois toi maintenant Ouais, bah, effectivement, bah, là, ça fait maintenant, ça fera 10 ans l'année prochaine que je ne baigne que dans cet écosystème French Tech et puis un peu au sens large, parce que maintenant, il y a les startups industrielles aussi qui arrivent, qui complètent un peu cette palette. Il n'y a pas que du digital. Et effectivement, on a connu l'euphorie tous, de toute façon, 2010-2020, avec une petite explosion de bulles qui a, je pense, fait du bien et puis qui a été mondiale, en fait, hein, qui nous a fait tous rentrer en fait, dans une phase de rationalisation parce que, de toute manière, le marché était complètement décorrélé. Les levées étaient sur des valos qui n'étaient pas fondamentalement révélatrices non plus de la valeur apportée par les startups. Donc il y avait toute une philosophie à repenser. Alors peut-être juste aussi quelques paramètres aussi à comprendre de cette fameuse bulle qui a explosé. En fait, il y a eu plusieurs facteurs. On en parle un peu comme un truc un peu flou, mais il faut quand même aussi le comprendre en détail. C'est que à l'époque, je crois qu'on était en mars 2021 à peu près, il y a eu effectivement une augmentation 11 ou 12 fois, je crois, successive des taux d'intérêt directeurs. Donc on était quand même parti de l'argent gratuit à de l'argent très cher, une prise un peu de panique de gros propriétaires d'actifs, je pense notamment aux assureurs qui du coup se sont délestés en fait de leur portefeuille, on va dire un peu volatile, dit à risque, donc les startups principalement, et donc ça plus l'inflation qui pointait un peu le bout de son nez, les problèmes un peu géopolitiques, le contexte qui s'est un peu figé fait que cette bulle a explosé, mais elle a explosé vraiment de Miami enfin plutôt de San Francisco à Shanghai, parce que ça a été partout pareil. J'ai eu pas mal de talents sur le continent même asiatique qui me racontaient un peu la même ambiance. Et donc cette phase de rationalisation a commencé avec l'idée de se dire bon bah maintenant globalement on va revenir et on va recalculer en fait les valos. Et donc globalement, alors on n'a pas de chiffres très précis, mais à la louche on sait que le portefeuille par exemple digital en général a perdu 20% suite à ça. La fintech a été aussi beaucoup impactée. Et donc, de là, en fait, est arrivée une phase où on s'est dit, bah, globalement, il y aura déjà des levées qui seront plus en adéquation maintenant, mais surtout, là, un besoin d'aller chercher une forme de rentabilité, enfin une rentabilité, mais en tout cas, si pas atteinte de bons KPI qui indiquent une bonne voie
pour ça, avant d'imaginer quelconque futur levée, quoi. Donc il y a eu un vrai changement de paradigme en fait, hein, à ce moment-là, parce que il fallait remettre un peu les pendules à l'heure et revenir un peu dans le réel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comment ça a impacté justement le monde du recrutement, en tout cas toi comment tu l'as vécu? Ouais. Parce que j'imagine que tu passes sur des gros volumes de recrutement à des recrutements un peu plus moins volumiques et peut-être plus spécifiques ou plus conservateurs. Comment tu le vois? Alors, les recrutements clés, par définition, n'ont pas fondamentalement bougé en termes de volume, parce qu'il faut recruter de toute façon son COMEX, son CODIR et le remplacer. Je pense que ça a été plus ça a plus touché les scales qui, effectivement, avaient des grosses équipes, produits, sales, marketing notamment, qui ont été les plus impactés. On avait les études qui étaient sorties, éditées, je crois, par le Gallion et même Station F, suite au Covid, qui le montraient très bien. Et ça a été plutôt ces équipes-là qui ont été touchées avec du coup des plans de recrutement revus à la baisse, littéralement, des départs non remplacés, etc. Donc on a tous vu la période de layoff entre 2020 et 2022 qui a poursuivi et qui continue encore un petit peu d'ailleurs. C'est par plusieurs vagues, hein. On le voit chez Google notamment aux États-Unis. Donc nous c'est à moindre échelle, hein. C'est des petits chiffres, mais ça continue forcément parce que on est encore dans cette course à la rationalisation. Et ce que ça a impacté, c'est que globalement, les plans de recrutement, effectivement, ont été beaucoup plus posés, beaucoup plus réfléchis, avec l'idée de se dire, donc, à l'inverse de l'ancien monde, on va recruter 30 sales, j'en sais rien, parce que le BP est complètement délirant et qu'en fait, la réalité marché n'est pas là. On va plutôt fonctionner organiquement, autrement, et recruter quand le besoin est vraiment exprimé et vraiment nécessaire, quoi. Et donc plus être dans une forme d'anticipation un peu démesurée, qui était corrélée du coup avec des valos, si on prend un peu tout le schéma, qui n'était pas cohérente, pour revenir à une réalité plus concrète, quoi. Et tu le vois évoluer dans ce sens-là aussi sur les prochains mois, peut-être prochaines années, comment tu le vois? Bien sûr, ça y est, je pense que la philosophie maintenant est rentrée à la normale sur ces sujets-là. On en a encore quelques-unes constatées qui ont eu effectivement des plans de recrutement tout de suite post-levée assez ambitieux et qui sont revenus sur leurs pas. Bon, je pense que c'est l'histoire de toute start-up, hein, en réalité. Ça va être de plus en plus contrôlé, maîtrisé, effectivement, et rationnel avec le temps, parce que maintenant, ces start-up, on leur inculque, on leur apprend que il va pas forcément y avoir de série B, enfin de série C, D. Voilà. On va peut-être plus forcément aller sur ces montants-là. Sauf évidemment quand on parle de sujets comme l'IA ou l'industrie, parce que tu as des enjeux qui sont différents au niveau des montants de ces levées de fonds. Mais sur le digital un peu classique, maintenant on leur apprend qu'il y a cette rentabilité, ou en tout cas ces bons KPI à avoir assez rapidement, plus rapidement. Donc d'être capable d'aller les atteindre. Donc c'est pas qu'on veut plus monter de Uber en France, c'est que il y a maintenant des business models qui doivent être plus rationnels, parce qu'une startup, typiquement, son avenir se dessine au-delà de la croissance, 3 schémas possibles, hein. Globalement, ça va être le top du top, l'IPO. Et pour le moment, en France, c'est un sujet où on est encore au début de l'aventure, parce qu'à part Deezer, on en voit évidemment, on a beaucoup de licornes qui sont arrivées, qui a doublé d'ailleurs depuis 5 ans, mais plus, un peu moins, mais qui fait que pour le moment, c'est pas encore un vrai sujet récurrent, l'IPO versus les États-Unis. Il y a le rachat. Et ce rachat-là, effectivement, il faut avoir cette stratégie présente en tête, parce que ça va être la majorité des belles histoires que peuvent vivre une start-up. Et donc là, en ce moment, c'est un peu le sujet central. C'est les exits, c'est les rachats, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, au contraire. Je pense que la majorité des startups ont cette vocation-là et cette ambition-là, et c'est très bien. Et enfin, la stabilité, on va dire, un peu croissance stable, pérenne, et qui à ce moment-là du coup transforme la startup tout naturellement sur une forme de PME, TI, suivant sa stratégie. Donc ça change fondamentalement. Ce qui est intéressant, c'est toi, tu as la vision VC, investisseur et entrepreneur. Ouais. Vu que tu vois du coup tout ce portefeuille, toutes les personnes que tu accompagnes, et donc il y a tous ces recrutements aussi que tu fais pour eux ou avec eux.
Ça m'intéresse de savoir quelle est justement, toi, ta vision des choses entre cette relation investisseur et entrepreneur par rapport au recrutement. Parce Ok. que le recrutement, c'est quelque chose qui est quand même assez stratégique dans une entreprise. Mm. Elle lève des fonds, elle a besoin de ressources, notamment de ressources humaines, pour aller chercher son plan de croissance. Mm. Comment ça s'est géré et quelle est la relation qui se crée justement entre l'investisseur et l'entrepreneur vis-à-vis de ses objectifs? Ouais, bien sûr. Bah, c'est un sujet fondamental parce que on a effectivement une part assez minoritaire d'investisseurs qui sont très impliqués sur ce sujet. Il y en a qui généralement je ne vais pas dire sont des passionnés de recrutement, mais en tout cas aiment beaucoup ça. C'est bon, un chiffre à la louche, mais 5-10% en fait, d'entre eux qui sont vraiment très, très à cheval sur ces sujets parce qu'ils ont cette culture du network, ils ont beaucoup, beaucoup de cooptation de réseau, ils entretiennent énormément aussi d'ailleurs les talents qu'ils rencontrent dans leur boîte ou qui leur sont recommandés et qui du coup ont cette capacité à aussi avoir une bonne vision justement du type de profil à recruter et surtout d'avoir un bon spectre de lecture quand ils rencontrent les C-level pour les valider ensuite dans leur participation. Donc ça, c'est effectivement les VC, on va dire, recruteurs, qui sont encore une fois très minoritaires, mais c'est toujours une énorme qualité pour un VC. C'est toujours, je pense, très intéressant d'en avoir un à son board, au moins un, comme vous avez rencontré Antoine, qui en fait partie, évidemment. Mais c'est vrai que pour une bonne majorité aussi d'entre eux vont avoir aussi quand même évidemment cette vision du recrutement parce que beaucoup voient leur job comme justement aussi créer des équipes en fait et pas simplement l'aspect chiffre du tout. Ils sont évidemment attachés à ce que cette partie se passe bien, mais effectivement beaucoup ne sont pas non plus les plus expérimentés ou forcément n'ont pas cette fibre-là. Et donc, parfois, il peut y avoir des dissonances entre la réalité du besoin concret de l'entrepreneur et ce que imagine l'investisseur parce qu'il a déjà vu ça sur une autre participation, sur un autre board, mais qui ne s'adapte pas forcément avec le contexte de l'entrepreneur. Donc, il peut y avoir aussi parfois un peu ce sujet de dissonance. Après, ils sont et là je mets de côté les interventionnistes, ils sont quand même très souples et ils laissent très souvent effectivement l'entrepreneur mener sa barque. Ils sont plus dans une position de conseil que d'imposer quoi que ce soit. Et c'est vrai que cette capacité pour l'entrepreneur à bien recruter, c'est évidemment un signe fort qui est envoyé, forcément, parce que on a les entrepreneurs qui ont déjà monté des boîtes ou qui un gros réseau parce que grosse carrière avant eux qui fait qu'ils ont les idées plutôt claires et alignées. Parce qu'il y a toujours cette question d'alignement de ce qu'on veut, en fait, quand on recrute les premiers profils et par rapport à sa roadmap, à son ambition, il y a tout un nombre de paramètres, ça tous les chasseurs te le diront aussi, mais qui fait que c'est toujours des profils un peu particuliers. Mais effectivement, cet entrepreneur, quand il découvre de nouveaux sujets, il y a toujours un peu cette nécessité pour lui de rassurer sur le fait qu'il est aligné et qu'il sait ce qu'il veut, parce que sinon ça ne rassure pas. Et ça fait perdre du temps. Un recrutement, c'est long. Au-delà de l'aspect coûteux, on va mettre l'argent de côté parce que nous, du coup, BPI, on n'a plus ces notions-là. Donc, je parle de la partie salaire, mais de ce que ça peut coûter opérationnellement. Mais ça prend du temps. Et ce temps-là, en fait, c'est ce qui est le plus précieux à la start-up, en réalité. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a effectivement un peu deux écoles. C'est est-ce qu'on recrute vite et bien ou est-ce qu'on est capable de prendre un petit peu plus de temps pour attendre la super pépite, etc., qui va potentiellement faire exploser, décoller la start-up derrière. Et donc cet entrepreneur, en montrant cet aspect-là, montre que effectivement il a cette aura, il a cette capacité à aller vite aussi et à faire des process complètement attractifs, même sans avoir aujourd'hui développé encore une forme de marque employeur assez forte pour attirer et faire plutôt être dans une posture plutôt d'inbound recruiting et donc d'acquisition naturelle.
C'est effectivement des messages forts et clairs qui rassurent énormément cet aspect people. Et si l'entrepreneur, du coup, n'arrive pas à rassurer les VC ou les investisseurs, est-ce que ça arrive, tu vois, que certains investisseurs imposent des profils ou reprennent, on va dire, les devants et se disent en fait, il faut que tu me prouves que tu es bon sur cette capacité à bien recruter, ou sinon, moi, je vais un peu plus imposer ou forcer la main sur certaines choses. Alors, ouais, ils pourront jamais imposer un profil parce que c'est, mine de rien, les gens qui travaillent ensuite au quotidien. Donc, tu peux pas vraiment euh, envoyer un talent en lui disant quoi qu'il, tu vas bosser avec. C'est toujours un peu compliqué, mais effectivement, ils essayent d'être force de proposition, de suggestion. Généralement, ils mettent tous la main à la pâte dans ces cas-là. Moi, j'ai vu beaucoup de boards travailler vraiment main dans la main justement sur des recrutements et être hyper impliqué, hyper réactif, hyper dynamique là-dessus. Maintenant, il y a un vrai sujet, c'est qu'effectivement, quand un entrepreneur bloque sur ce sujet-là, mais de façon assez répétitive, assez chronique, généralement, ça dénote d'un mal qui est un peu plus profond, en fait, hein, sur la partie même organisation, gestion globale, qui effectivement commence à un peu effriter la relation et justement, effectivement, entache un peu la confiance, quoi. Et ce niveau de confiance est hyper important parce que aujourd'hui, évidemment, les entrepreneurs sont actionnaires dans leur boîte, mais il y a des boards qui, malgré tout, à l'arrivée, sont quand même les décisionnaires, suivant le niveau de dilution, en fait, après, suite au levée de fonds. Donc, un CEO va pas tout le temps pouvoir imposer les choses et il y a un vrai travail de jeu de double, en fait. Donc, cette relation de confiance, elle est méga importante. Ça passe évidemment par l'application de la roadmap, les reporting, la transparence, le savoir-être, etc. Mais cette partie people est effectivement un des piliers de cette confiance, je pense. Quels seraient selon toi les réflexes que devrait avoir l'entrepreneur pour prouver sa capacité à bien recruter? Quelles seraient les bonnes méthodologies ou les bonnes pratiques, on va dire? Les bonnes pratiques que j'ai vues, parce que n'étant pas entrepreneur, je ne constate les bonnes pratiques et les bonnes initiatives. La première bonne pratique, c'est tout simplement de poser des questions, en fait. C'est-à-dire d'aller interroger l'écosystème, son réseau, sur effectivement, est-ce que le recrutement que j'ai en tête est cohérent par rapport à ma roadmap? Est-ce que ce profil-là, est-ce qu'il n'est pas trop dimensionné par rapport à mon besoin, etc. Donc ça se matérialise concrètement par on va rechercher un CFO ou un VP Finance. Et j'ai un entrepreneur qui effectivement a contacté une quinzaine de CFO pour leur poser la question, pour les confronter un peu à la fiche de poste, voir leur retour. Et du coup, est arrivé complètement aligné en fait en briefing parce qu'il avait déjà fait tout ce travail d'enquête qui est rare, peu le font en fait à ce niveau-là. Souvent, on a plutôt l'enquête qui démarre quand on lance le recrutement en fait, et qui du coup fait que on part d'un persona. Nous, on a l'habitude, donc on sait justement, on est assez agile et réactif pour que ça prenne pas trop de temps cette partie-là. Mais ça arrive dans une bonne majorité du temps qu'on démarre avec effectivement une idée plus ou moins claire, quand même assez définie, mais avec au moins deux, trois personas différents potentiels et que cette recherche s'affine, voire pivote en fait en cours de route, parce qu'en fait, au fur et à mesure des échanges, on se rend compte qu'il y a il y a une inadéquation en fait entre soit le niveau de maturité, soit le niveau de salaire, soit les attentes aussi en fait de profils qui plus seniors par exemple vont pas vouloir systématiquement refaire la même chose qu'ils viennent de faire pour tout un facteur de raison fait que il y a ce changement, il y a ces évolutions qui font que avoir préparé tout ça en amont, avoir mené son enquête, avoir posé des questions, tu arrives déjà beaucoup plus averti et tu sais vers où tu vas. C'est le fameux, tu vois, si je te dis une abeille, tu penses à une abeille. Et c'est un peu comme Noé Charlie. Si tu as déjà bien ton persona bien défini, globalement, ça va quand même vachement plus vite. Quelles sont les stratégies que tu as pu voir du coup et constater chez les personnes que tu accompagnes? Stratégie de recrutement, d'acquisition de talents ou même de rétention. Avant de parler aussi d'acquisition, il faut aussi retenir ses talents. Est-ce que tu vois justement
des schémas qui sont répétitifs et qui sont des patterns qui montrent le succès de bons recrutements, ou même des schémas qui sont un peu hors du scope, hors du commun, que tu trouves inspirants? Alors, nous, on travaille là beaucoup avec, on travaille avec beaucoup d'entités deep tech, un peu industrielles aussi, de plus en plus, qui en fait sont un peu les startups d'il y a 10 ans, en fait, mais qui arrivent avec aujourd'hui plus de bonnes pratiques et un peu plus d'expérience, mais sont quand même à des phases un peu moins éduquées. Là, aujourd'hui, l'écosystème digital est quand même hyper musclé, hyper informé, hyper présent sur les réseaux, connaît un peu déjà toutes les bonnes pratiques, je pense. On a fait le tour. Mais du coup, ces nouvelles typologies de startup, c'est hyper intéressant parce qu'elles découvrent un petit peu ça, mais il y a, il y a, il y a, il y a des récurrences et il y a des bonnes pratiques effectivement qu'on a constatées qui sont quand même assez intéressantes. C'est déjà, il y a beaucoup moins, de moins en moins en tout cas, de bullshit, voilà, sur les propositions de valeur. On parle plus de baby, on parle véritablement... et je vois de plus en plus de startups qui aussi ont le réflexe de faire la différence entre mettre en avant ce que tu vas faire, ce que ça va t'apporter, en fait. Et pas uniquement tu vas venir pour faire quelque chose que tu sais faire. Et ça, c'est assez remarquable d'avoir compris ça parce que c'est important. Et donc après, au niveau des stratégies, on a eu évidemment de toute façon aujourd'hui un écosystème qui est plus alerte sur le fait que l'internalisation d'une fonction de recrutement est primordiale, plus tôt même qu'avant. Ça, avec le temps, je pense que maintenant c'est devenu essentiel. Moi, quand j'ai commencé en 2015, c'était les premiers recrutements quasi de talent internalisés en startup, quoi. Donc, mes collègues chez Urban, c'était premier talent de Aircall, qui d'ailleurs est dans mon équipe aujourd'hui, premier talent Team Founder, Stuart, etc. Mais c'était le début des internalisations, en fait, à ce niveau-là. Et donc, mais c'était dans des phases déjà de scale, etc., où il y avait de gros volumes. Avant, c'était un petit peu plus, on a 50, 100 recrutements, on recrute un talent. Là, aujourd'hui, beaucoup plus tôt, on va avoir le réflexe de prendre un recruteur parce que on a compris que le recruteur ne va pas faire que du volume de recrutement, il va aussi surtout mettre en place des process, des outils, travailler justement cette partie marque employeur, travailler cette partie annonce, etc. etc. Et donc, soit on va avoir effectivement une fonction RH qui fait du recrutement, soit on va tout de suite prendre effectivement un jeune recruteur. Donc, fondamentalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil aujourd'hui. Ça, on en reparlera peut-être à la fin sur la partie IA, mais ça fonctionne bien. Je pense qu'on a les bonnes pratiques qui sont déjà bien inculquées, qui viennent justement de cet écosystème startup, qui s'est bien diffusé. Et maintenant, on est à l'aune, et on y reviendra, mais je pense, d'une guerre d'expérience talent qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, je pense demain, ça va être l'expérience que va avoir un candidat en postulant chez toi de A à Z, en fait. Et ça va être le sujet majeur. Pour le moment, il n'y a pas eu d'évolution fondamentale. On n'a pas eu d'effet waouh, quoi. Tu vois. Et je pense que c'est maintenant qu'on peut l'imaginer avec justement toutes les nouvelles technologies qui arrivent. On a beaucoup parlé des chatbots, qu'on pensait à un moment donné arriver en masse et complètement inonder le marché. On a parlé du metaverse beaucoup, on a parlé de VR. Voilà, tous ces trucs un peu fous. Pour le moment, on n'y est pas totalement du tout. Mais je pense que cette partie, effectivement, expérience candidat, va être réinventée parce que c'est ce qui va littéralement apporter la différenciation. Aujourd'hui, encore une fois, les méthodes sont quand même plus ou moins les mêmes. On a un marché qui, d'ailleurs, en plus, au niveau des recruteurs, a complètement explosé par rapport à l'époque que j'ai connue. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'anciens chasseurs ou de talents qui se sont mis à leur compte. Moi, j'ai toujours connu beaucoup de cabinets se créer, déjà même à l'époque d'Urban, et ça continue. Ce qui est un bon signe, ça veut dire que le marché va bien. Généralement, quand ça va pas, ça pivote sur autre chose. Donc, ce qui est bien. Mais
mais avec toujours encore aujourd'hui, je trouve, un petit peu les mêmes méthodes, même si des choses intéressantes sont arrivées dernièrement, vous en faites partie, avec toute cette philosophie justement d'acquisition marketing et de growth de façon générale, qui a permis aux startups aussi d'ailleurs de scaler sur les modèles SaaS. Sur les modèles SaaS et le métier de growth est devenu un truc assez incroyable. Moi, je sais que c'était les recherches sur lesquelles on a eu le plus de mal à l'époque, parce que c'était vraiment le new black, quoi. Mais du coup, ces méthodes, effectivement, faisaient sens d'arriver dans le recrutement, parce que le recrutement, fondamentalement, c'est de l'acquisition, c'est de la vente, avant d'être de la ressource humaine. Et donc, ces nouvelles méthodes, effectivement, sont arrivées, sont plutôt bien en place. Beaucoup d'automatisation. Maintenant, je pense que ce qui fait la différence, il y a toujours eu un parallèle un peu entre le monde du recrutement et un peu le monde de l'immobilier quand même. Ouais, il y a un parallèle qui se fait. Qui est très énorme. Qui est évident. Qui est très énorme pour une raison simple, c'est que c'est véritablement la confiance que tu vas donner à ton interlocuteur en fait qui fait toute la différence, franchement. Donc c'est ce qui fait que ça plus effectivement l'ère de personal branding dans laquelle on est rentré aujourd'hui, qui fait que aujourd'hui effectivement tu as des chasseurs qui avec une super image vont avoir une capacité d'acquisition assez simple, assez basique, sans forcément rentrer en détail des sujets. Ça c'est une première partie d'acquisition et de réponse, c'est effectivement tout va se jouer un petit peu sur l'image et l'aura que tu as sur ton marché. La deuxième, c'est sans avoir ni d'aura ni d'image particulière, c'est ta capacité à être un peu innovant, différenciant dans ton approche. Revenir certainement aussi à des fondamentaux. On a quand même vécu un passage de physique à digital du jour au lendemain dans notre métier, ce qui est quand même assez fou. Nous, on n'y avait pas un jour de remote avant le Covid. Et puis, on est passé du jour au lendemain en visio, 100%. Donc, ce qui fait que, effectivement, il va y avoir, je pense, des méthodes sur lesquelles il va falloir revenir. Le présentiel, les salons, les événements, le networking, le côté réel, quoi, concret, de voir les gens. Et en même temps, aussi cette capacité à aller peut-être plus en détail des propositions de valeur, en fait. C'est-à-dire que, si tu vois, moi, par exemple, avec le temps, maintenant, au bout de 10 ans, quand je parle d'une opportunité, ça m'arrive encore, c'est vrai que mon discours tourne énormément un petit peu sur l'ensemble, en fait, de l'opportunité. L'opportunité en elle-même, si tu veux, globalement, les postes se ressemblent quand même beaucoup. Je dis pas que c'est des copycats, il y a toujours des challenges différents, des environnements différents, des outils différents, mais on a toujours un petit peu des phases de challenge qui se ressemblent, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur une création, est-ce qu'on est plutôt sur une croissance à soutenir avec création d'équipe, est-ce qu'on est plutôt sur une stabilisation, enfin voilà, grosso modo ça va être à peu près les dynamiques à comprendre, mais derrière, effectivement, ce qui fait la différence, c'est d'apporter, en fait, en termes d'information, un peu un contexte global et ce qu'on ne lit pas et ce qu'on ne verra pas, en fait. Et peut-être justement rapporter de l'humain derrière ça. C'est-à-dire parler des gens, parler tu vois, de fun facts, d'emmener un petit peu comme dans les coulisses, quoi. Tu vois, et rendre vraiment, en fait, ton pitch humain. Et donc ça, c'est... ça, un chasseur aujourd'hui qui a 2 mois d'expérience et pourrait le faire, tu vois, pourrait être capable de le faire. Et son discours a beaucoup plus d'impact parce que justement, on parle véritablement de tout ce qu'il y a autour en fait, et pas simplement d'une fiche de poste qu'on est tous capables de lire. Et donc, c'est cette capacité, je pense, à peut-être mieux connaître un peu son marché, comprendre, du coup, effectivement, la startup que tu proposes aujourd'hui, c'est qui ses concurrents? Est-ce qu'il y a des gros acteurs internationaux sur lesquels on peut se référer? Parce qu'il y en a toujours. Enfin, c'est évident, par Doctolib qui est notre... mais bon, on en a d'autres évidemment, mais je veux dire, on n'a pas encore de Google ou d'Uber. Donc, connaître ce marché-là pour pouvoir en fait positionner un peu justement ton discours
Et c'est pour ça que je parle de ces précisions dans ce sens-là, et pas forcément aller en détail précisément de quelle est la méthode aujourd'hui appliquée, on utilise quel outil le mardi matin, etc. Non, pas du tout. C'est plus ce contexte et l'environnement global et les gens, parce qu'au final, tu rejoins de toute façon une équipe avant tout, euh, et évidemment ensuite une mission. Ouais, c'est intéressant dans ce que tu dis, c'est que il y a toute cette évolution, digitalisation, il y a tout ce qui est IA, outils qui arrivent pas mal sur le marché. Donc, ça prend beaucoup de place, on va dire, dans le décor. Mais derrière, faut pas oublier effectivement les fondamentaux. Donc, la vision de ta boîte, la mission, les gens qu'il y a autour, euh, tu vois, le bateau que tu vas proposer, plus que, entre guillemets, les outils, les méthodos pour aller chercher les talents. Si ça, déjà, ce socle-là, il n'est pas solide béton, Ouais. t'as beau avoir tous les outils du monde, utiliser l'IA et être à la pointe, ça marchera pas. En tout cas, il Non. y a un fit qui doit se faire entre le candidat et ta proposition de valeur au final, ton Ouais. employer value proposition. Et du coup, tout ce qui est IA et automatisation, toi, tu le vois comment justement dans ce décor-là? Est-ce que tu vois quelque chose qui va pouvoir quand même aider les recruteurs? Est-ce que tu penses que c'est... ouais, comment tu le vois un peu sur cet avenir qui arrive? Ouais. C'est sujet passionnant, évidemment. On l'attendait tous arriver. Euh, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a à comprendre qu'on a un contexte qui est déjà français, puis européen, qui ne sera pas le même que les Américains. Dans cette course à l'IA, il va se passer que aux États-Unis, comme d'habitude, ils vont aller très vite, très fort, on va dire contourner ou en tout cas ne pas regarder les règles existantes euh, pour ensuite évidemment réguler, contrôler, etc. Mais une fois que ce sera fait, quoi. Nous, ça se passera pas comme ça chez nous. Parce que depuis, évidemment, alors je crois que de mémoire c'était en 2018, dans ces eaux-là, mais la RGPD est arrivée, qui est quand même à savoir, et là je cite des gens de la CNIL, est la législation qui a été, on va dire, qui a pris de court les Américains, puisque pour le coup c'est un sujet sur lequel on a pris de l'avance sur eux, donc, dont on est fier. Et donc c'est très bien, évidemment, pour la protection de la vie et des données personnelles, mais qui fait il va y avoir dans cette course à l'IA en fait une mesure qui va être posée, un cadre qui sera plus contraint, notamment évidemment sur les services destinés aux services RH et aux talents. Il va y avoir beaucoup enfin pas beaucoup de contrôle, mais il va y avoir en tout cas des normes à respecter, des règles à respecter, et on ne pourra pas faire tout et n'importe quoi. Moi, je le vois pas mal là dans les discussions ou les personnes qu'on accompagne. Il y a une vraie peur ou même des croyances limitantes que les entreprises se mettent en se disant en fait je peux pas utiliser cet outil ou l'IA, etc., parce que Ouais. la RGPD me bloque, Ouais. ou parce que en fait c'est tellement flou pour moi que j'ai pas envie d'y aller. Ça, c'est les deux sujets, effectivement. Alors, la RGPD, après, je pense que les Américains, quand il y aura un énorme produit qui va arriver sur le marché, vont se mettre en conformité très bien, il n'y aura pas trop de sujets. Là, je parle plus en ce moment, de tous les gadgets qu'on a à droite à gauche, tu vois, tout ce qui est gratuit, voilà, bon, bah, c'est toi la donnée, tu le sais, donc est-ce que tu as envie de mettre les infos, tu vois, de tes notes d'entretien, de ton talent, sur ce type d'hébergeur de données, bref. C'est pas pour rien que les avocats l'utilisent pas encore beaucoup, parce que ça reste touchy. Donc cette partie RGPD, évidemment, est à prendre en compte, mais du coup, elle doit être, by design, dessinée un peu autour de ça, en fait, dans les projets. Ce qui change la donne, parce que les Américains ne le calculent pas. Ils vont plutôt le mettre en cadre une fois qu'ils pénétreront un marché, pour essayer de se mettre dans les clous. Et donc, c'est leur manière à eux. Nous, il va falloir que dès le début, sur les projets, ça soit effectivement pensé et tourné autour de ça. Donc ça change déjà quelque peu, on va dire, ta manière d'aborder le sujet. La deuxième, c'est comme tu dis, et ça va être le frein principal, c'est-à-dire la conformité. Parce que tu parles de flou, c'est exactement ça, c'est-à-dire que là, typiquement, dans les sujets qu'on voit arriver, en tout cas être pointé du doigt sur tous les rapports, ça va être une des évolutions, ça va être globalement le sourcing par IA,
tu vois, qui est un des trucs les plus cités, où on va avoir cette capacité de scorer, on va dire, de matcher les talents qui ont postulé. Ce qui, pour info, déjà existe depuis longtemps, en fait, en réalité. Si c'est pas sorti, c'est qu'il y a des raisons. Enfin, bon, en tout cas, pas aussi démocratisé qu'on le pense. Parce que, effectivement, il y a des retours, et j'en parlais avec un entrepreneur d'ailleurs qui a un super projet là-dessus à Station F. Les retours typiquement de Corpo, c'est OK, même si ça marche, pourquoi on prendrait le risque, en fait, nous, de, 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 de- de faire analyser, en tout cas de faire sélectionner des candidats pour notre société par un algo. Demain, le risque est trop fort, en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même, malgré tout, une certaine frilosité, il faut se le dire, euh, parce que ça touche, encore une fois, à un cadre légal qui est clairement défini, qui a été d'ailleurs aussi déjà épinglé. On a déjà eu des, des amendes de la CNIL, justement, sur ces sujets-là. Donc je dis pas que on n'est pas en Chine, mais justement, en fait, il y a tout cet aspect à savoir qu'il y aura aujourd'hui euh, une peur de la part de départements RH à adopter ce type de solution parce qu'il y a un risque trop fort derrière et de bad buzz et de prise de position, en fait. Je crois qu'il y avait un rapport qui était sorti l'année dernière qui estimait, j'ai plus le nom en tête, je suis désolé, qui estimait que plus de 90% des talents étaient absolument contre le fait d'être évalués par un algo, quoi, Par un algo. tout simplement. Donc demain, tu vois, impossible d'avoir cette marque employeur-là assumée, quoi. Même si je pense que typiquement des entités américaines vont pas se gêner, à mon avis. Mais aujourd'hui, Google le fait pas, tu vois. Donc il y a quand même un sujet qui est quand même encore un peu épineux, qui est encore un peu touchy, et qui fait que je pense que la réponse à tout ça, enfin, un des éléments de réponse, parce que là on est tous en phase exploratoire, ça va être d'expliquer que cette technologie, qui du coup ne doit pas être une technologie de scoring, parce que là on rentre dans des, dans des traumatismes de ce qu'on voit notamment en Asie, qui je pense fait plaisir à personne, mais qui va être plus d'imaginer justement cette solution, mais dans le bénéfice du talent, en fait. Et là, à partir de là, je pense, on touche du doigt quelque chose. C'est-à-dire que s'il y a semé au service du talent, et pas au service du recruteur, c'est-à-dire qu'il peut aider le recruteur. Il doit aider le recruteur, mais le recruteur doit rester maître. À ce moment-là, effectivement, je pense qu'on aura des pistes de solutions. Si ça peut permettre d'aider les talents, de quelconque manière, en termes d'expérience, en termes de retour, en termes de visibilité, de transparence, enfin tout ce que le talent n'a pas aujourd'hui quand il postule, oui, clairement, là je pense qu'il y a quelque chose à explorer parce que c'est dans l'intérêt des talents. Parce qu'il va y avoir par définition, effectivement, des deux côtés, c'est-à-dire côté entreprise et côté candidat, une automatisation qui va faire qu'aujourd'hui, je pense que les Gen Z et plus vont postuler à 300 jobs en même temps, mais très facilement, qui auront plus été bien sélectionnés, etc. Donc c'est les fameux 100 CV que tu envoies, qu'on nous disait quand on était jeune pour avoir un stage. Eux, ils vont le faire en un clic et ça va être en plus des belles opportunités, bien sélectionnées, bien choisies, etc. Avec des relances automatisées, enfin bref, ils n'ont plus rien à faire. Et ça va super bien marcher. Mais donc, du coup, cette augmentation de volume va nécessiter de l'autre côté une capacité de traitement de ce volume euh, de façon justement pas non plus arbitraire, avec le souci de ne pas laisser la décision finale à un algo, mais que ça reste un humain. Ces solutions-là vont passer de toute façon par des IA qui sont plus complexes que ce qu'on connaît aujourd'hui sur le marché, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense un peu l'IA en pensant uniquement en vulgarisant ChatGPT, tu vois, qui est de l'IA Gen. Mais de l'IA, il y en a une foule, une multitude de sortes. Et je peux citer d'ailleurs un ami qui est à Station F, Joël Belafa, qui était un ancien Dataiku, qui lui effectivement avance sur le sujet de la supra-IA, notamment sur lequel il travaille, qui mélange décisionnel, analyse et gen. Donc ça, c'est déjà une forme d'IA qui ouvre le champ des possibles, en fait, qui n'est pas juste de la gen. Aujourd'hui, on voit beaucoup de sujets IA, je sais qu'on l'utilise beaucoup avec des prompts pour faire des super fiches de poste, des super messages, des super machins. Oui, c'est l'IA gen. Donc
Ça reste de l'automatisation, même si c'est de la création de contenu intéressant, personnalisé, etc. PeopleGPT aussi, je ne sais pas si vous avez exploré évidemment, qui est hyper intéressant, qui te crée automatiquement le bon message pour le profil, etc. Demain, avec la somme d'infos, tu vas peut-être pouvoir justement aussi, je sais que ça existe, je crois que ça s'appelle Crystal, analyser la les personnalité. profils et la personnalité des gens Ouais. Et pour du coup, lui faire améliorer le son message approche. adapté, tu vois, avec plus ou moins de smiley, plus ou moins de détails. Ok, donc on va rentrer dans cette phase de volume et en même temps, donc capacité à traiter un volume bien plus conséquent et en même temps d'hyper-personnalisation. Donc c'est là où effectivement l'IA va atterrir, mais il faudra toujours qu'il y ait un double bénéfice, je pense. Il ne peut pas être que côté entreprise. Ouais, sinon, la personne en face va être tout simplement va repousser Oui. l'IA, comme tu dis. Bah, imaginons que tu fasses des entretiens via des chatbots en IA. Ouais. T'es pas aligné sur cette façon de faire et du coup, tu trouves ça injuste. Ça impacte tellement la marque employeur de l'entreprise qu'au final, elle ne prendra pas le risque. Complètement. Et alors qu'il faudrait une sorte de IA qui t'aide à trouver ton poste. C'est ça. Et qui interface et limite qui se connecte avec une autre IA, tu vois, qui recherche les profils. Ouais. Tu vois. Ça se trouve, ça va être des IA, deux IA interposées qui vont, en fait, vont apprendre à bosser ensemble. C'est ça, ça se trouve, c'est peut-être ça. Et c'est ça qui... Ouais, donc c'est passionnant. Mais la bonne nouvelle, c'est que... Bon, on parlait un peu d'un message peut-être un peu global, mais je pense qu'une bonne nouvelle, c'est, et moi j'y crois profondément, c'est que l'IA n'est pas fait que pour les entreprises. L'IA va être aussi au service des gens. Ouais. Et ça, il ne faut pas le mettre de côté parce que ça ne peut passer que par ça. Sinon, la proposition de valeur ne tiendra pas. Et les entreprises seront trop frileuses, auront trop de risques à prendre à implémenter ce type de solution sans penser à l'utilisateur final, qui effectivement, il y a le recruteur, mais c'est surtout avant tout le talent. Le talent, ouais. Je suis assez aligné avec ça parce que nous, on s'est rendu compte avec Hugo, on s'est retrouvé à former des candidats pour aller utiliser les techniques de growth pour trouver son stage ou son alternance, par exemple, quand on faisait ça en école. Et du coup, hyper intéressant de voir que tu envoies des séquences, d'envoyer des messages de relance, tu trouves je sais pas, les numéros, par exemple, des responsables recrutement ou des RH, hop, tu peux les appeler. C'est ça. Et tu les utilises dans l'autre sens. Et franchement, je trouvais qu'il y avait un intérêt qui était incroyable. En tout cas, c'est ça. Ça a du sens. Ouais. Trop bien. Avant de passer à la fin aux dernières questions, je voulais te faire un petit jeu qui s'appelle les Rapid Fire Questions. Ok. Donc, je vais te poser des questions avec 2 options possibles. Et tu devras choisir une des options. Il y a une des questions que j'ai personnalisées par rapport à toi, par rapport aux autres invités. Tu la retrouveras, je pense, facilement. Je commence. Yes. Est-ce que tu es plutôt inbound ou outbound? Outbound. Plutôt manuel ou automatisé? Manuel. Plutôt soft skills ou hard skills? Soft skills. Plutôt bootstrap ou levée de fonds? Bootstrap. Plutôt opérationnel ou stratégique? Les deux. Plutôt appel du candidat ou envoi de message? Appel. Plutôt hack ou méthode? Méthode. Et plutôt rêveur ou exécutant? Ah, les deux. Les deux jokers, les deux. Ouais, ce serait mentir sinon. Ce serait mentir. Clairement, bon, on te l'accorde. Trop bien. Est-ce que tu as des ressources à partager pour ceux qui nous écoutent, des ressources recrutement ou perso, comme tu veux, des choses qui t'ont marqué? Écoute, moi je pense qu'il faut vous suivre, vous lire, parce que vous avez, encore une fois, moi je crois beaucoup à votre philosophie sur la partie justement bonne méthode de marketing que vous avez apportée sur ce monde de recrutement. Clairement que ça fait sens. C'est des choses qu'on faisait un petit peu nous de notre côté, mais pas professionnel, parce que personne n'avait ce background-là. Et en fait, vous arrivez avec déjà ce bagage hyper établi et clé en main en fait pour le recrutement, et ça c'est vachement cool. Et l'aspect aussi recrutement communautaire auquel effectivement je crois pas mal. Sinon, globalement, il y a ce sujet au niveau des ressources. Moi, je suis plus beaucoup dans la surveillance, un petit peu le regard des projets qui se montent en fait, pour avoir un peu une idée un peu globale de où en est un peu la réflexion humaine sur le sujet. Je trouve ça très cool. Donc du coup, je me renseigne beaucoup sur
évidemment, les levées de fonds, je vais pas mal sur les plateformes de levée de fonds de BA, ce genre de choses, parce que ça, on voit des projets un peu dark ou un peu sous les radars, intéressants. Voilà, sinon après, pas de bouquin particulier à recommander, autre que celui évidemment de notre ami Antoine, qui est très très bien. Voilà. Trop cool. Mm. Est-ce que tu as une personne en tête que tu verrais dans le média qu'on pourrait inviter? Oui, alors en réalité j'en ai même deux. Voilà. Parfait. Bon. Si tu en as deux, je J'en ai prends. deux, écoute, j'en ai deux pour chacun leur raison, mais qui sont assez exceptionnels sur le sujet. Le premier, c'est un de nos investisseurs qui effectivement est très très actif sur le sujet, a toujours été très impliqué, m'a toujours beaucoup impressionné sur le sujet du talent. En fait, pour moi, c'est un chasseur VC vraiment accompli, euh, qui s'appelle Édouard Combette, D'accord. qui est un investisseur côté Green Tech Venture chez nous, qui sont sur les projets à impact, ville de demain, et effectivement qui a toujours été très impliqué sur ces sujets-là et qui n'avait pas forcément nettement besoin de moi en fait. Mais donc je pense qu'il y a pas mal de choses à raconter. Et le second est une personnalité que j'apprécie beaucoup, avec qui j'avais eu la chance de travailler chez Urban Linker, qui s'appelle Florent Muller, D'accord. qui était en fait un des chasseurs seniors aussi d'Urban, qui a connu l'écosystème plus tôt que moi. Il est resté aussi plus longtemps, quand moi j'étais déjà parti côté BPI, et qui a vu en fait l'évolution de cet écosystème avec une approche très scientifique et euh, très détaillée, très philosophique un peu de l'évolution, de ce qu'on a pu voir. C'est un prof, littéralement. D'accord. Et il est passé en fait sur la fin directeur associé. Et donc, il était associé du coup Sherman. Voilà. Donc, c'est un des personnages les plus passionnants aussi que j'ai pu rencontrer. Trop bien. Bah, parfait, je me note tout ça. Dernière petite question. Ok. Est-ce que tu as un message à faire passer ou un mot de la fin? Un mot de la fin. Que l'IA is cool. Non, que l'IA est bien et qu'il tient qu'à nous en fait de le tourner dans le bon sens, comme on disait, et de ne pas penser uniquement justement à cet aspect uniquement côté société, mais vraiment que la finalité derrière, c'est les gens avant tout. Et là, on fera de plus grands progrès et là, ça aura du sens. Mais ça va arriver. Et je pense fondamentalement que ça va vraiment changer la vie des gens. Euh, un autre message, c'est que je sais qu'effectivement, sur le marché des recruteurs, des talents, ça a été pas facile dernièrement, qu'il faut pas lâcher, qu'il y a toujours des vagues et que c'est Donne de la normal, force. qu'il y a des cycles. Il faut, ouais, il faut tenir. Après, évidemment, je sais que c'est un métier où t'adhères ou t'adhères pas. Beaucoup viennent et repartent. Voilà. Mais pour ceux qui effectivement aiment ce métier profondément et aiment ce qu'ils font, toujours, effectivement, essayer d'aller chercher plus loin dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir un peu de contour, de contexte, d'aller chercher des infos que les autres n'auront pas, en fait. Garder ça en tête et de toujours aussi privilégier cet aspect relationnel, réseau, network. Je dis pas d'aller faire tous les meet-ups de Paris, c'est pas le cas, mais d'aller au plus près des gens avec qui vous bossez pour pouvoir aller comprendre, en fait, et avoir des choses croustillantes à raconter. Trop bien. Merci pour ce message de fin. Ah. Merci à toi. C'était Merci top. Alexis, c'était génial. À très vite.